Bonjour, je reprends aujourd'hui les vidéos sur cette chaîne. Je vous remercie d'être là. On va voir ensemble pour quelles raisons, si vous vivez en Europe aujourd'hui, vous êtes au meilleur endroit, vous êtes le mieux placé pour entreprendre. Mais avant de continuer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous plaît. Et toujours, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. On va aussi voir à la fin de cette vidéo comment démarrer, comment lancer un business SaaS, Service as a Software, de A à Z en partant de zéro. Et puis à la fin, donc si vous avez des questions, j'y répondrai évidemment. Donc, nous sommes en Europe. Si vous avez regardé les informations, la France est en train d'essuyer une faillite économique. Donc, on ne va pas rentrer dans le débat, le pour, le contre, les choses politiques, tout ça. Mais je vais vous partager quelques réflexions que j'ai partagées à certains amis récemment et qui me font dire aujourd'hui que si vous êtes en Europe, eh bien, vous n'avez aucune concurrence. Et vous avez littéralement zéro concurrence, peu importe le domaine dans lequel vous vous lancez. Et voilà. Donc cette vidéo va être composée en trois parties. Une partie pour voir pour quelles raisons on n'a aucune concurrence en Europe et il n'y a que des avantages à démarrer ici. Je parle bien de démarrer, je ne parle pas forcément de rester. Euh, Après ça c'est une affaire personnelle de chacun. Mais en fait voilà, donc il y a trois parties, on va voir cette première partie. La seconde partie, on va voir l'impact des nouvelles technologies dans notre quotidien et quelle attitude adopter vis-à-vis de ces technologies. Alors là aussi, ça va être un retour d'expérience assez personnel. Je pense que chacun a plus ou moins des expériences à peu près similaires sur le sujet. Vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et à la fin de cette vidéo, je vous partagerai du coup comment lancer une activité en ligne, une plateforme, et voilà. Donc ça va être une vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, partager vos avis, vos commentaires et vos réflexions. Donc, si vous ne me connaissez pas, moi je vis en Allemagne depuis 2019, donc je suis parti avant toutes les choses difficiles que la France a traversées. Depuis 2019. Donc, euh, je travaille ici, j'ai un travail, je travaille dans les soins. Euh, donc, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, puisque ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Toujours est-il que, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de concurrence en Europe aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que c'est une question, c'est une question de... J'ai remarqué, j'ai une anecdote en fait. Moi, je sais créer des sites internet, je sais créer des plateformes SaaS, je peux aussi créer des applications mobiles, je sais gérer ce type de projet. Et je connais des personnes qui avaient besoin de créer un site internet parce qu'elles lançaient une activité de prestation de service auprès d'autres personnes. Alors, il faut savoir, moi, c'est ce que j'imagine hein, dans le business. Dans le business, quand vous, quand vous démarrez une activité, vous allez essayer de faire appel à, à l'aide d'autres personnes, d'autres business pour vous aider à vous lancer et à vous développer. Et donc, j'avais proposé, moi, de créer un site internet et ça aurait coûté zéro. Il y avait juste la maintenance et peut-être juste me payer peut-être une journée pour l'installation. Mais vraiment, voilà, le but, c'était pas de gagner de l'argent avec. Le but, c'était de créer un site internet pour quelqu'un, éventuellement mettre après un lien vers mon LinkedIn ou quoi, pour après proposer que les gens puissent éventuellement voir qui a fait ce site et puis euh, avoir plus de business. Mais non, en fait. Non, en fait, la personne a préféré faire son propre site internet avec Google. Donc le design est vraiment, en fait, le design est nul à chier. Au niveau marketing, il n'y a rien. Niveau copywriting, il n'y a rien du tout. Il y a juste des tarifs affichés. Enfin, c'est vraiment, personne n'a envie de lire ce site. Voilà.
Et alors que j'ai des compétences aussi en copywriting, en marketing, voilà. Et puis il faut savoir que pour acquérir ces compétences, il n'y a pas besoin d'avoir fait un master en marketing pour ça. Pour la petite anecdote, j'ai rencontré des gens qui avaient essayé de créer des startups, qui avaient des masters en marketing et en vente. Ils étaient 5-6 dans leur équipe. Ils avaient un budget de 20 000 euros pour lancer leur business. Au bout d'un an, ils ont fermé. Parce qu'en fait, les compétences ne viennent pas, on ne les apprend pas à l'école. Les compétences, on les apprend auprès des clients. Donc, et pour apprendre des compétences auprès des clients, eh ben, il faut vendre. Et pour vendre, vous avez deux chemins. Soit vous apprenez, prenez des raccourcis auprès de quelqu'un, soit vous vous cassez la figure suffisamment de fois pour comprendre qu'est-ce que c'est une vente, comment est-ce qu'on vend à quelqu'un. Et généralement, les gens font un mix des deux. Ils apprennent en se formant et en se trompant. Bref, c'est pas le sujet de cette première partie, mais, mais voilà. Si vous vous lancez dans une prestation de service, vous allez avoir besoin de vendre votre prestation de service et vous allez avoir besoin de faire appel à des compétences, surtout aujourd'hui en community management sur les réseaux ou en technologie, comment coder un site qui tient la route et surtout qui est le moins cher possible et qui fasse un minimum professionnel. Et donc cette personne, je lui avais dit, mais c'est quoi ton objectif? Tu veux gagner beaucoup d'argent avec ton activité? Tu veux qu'elle remplace ton activité actuelle? Non, 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 mais en fait, non, j'ai pas envie. Moi, euh, c'est juste pour tester. Mais moi, j'ai pas envie de gagner beaucoup d'argent. Je suis pas obsédé par ça. Mais en fait, devinez quoi? Une entreprise a besoin d'argent pour croître. Donc, toutes les entreprises qui sont cotées au CAC 40 en bourse, elles ont besoin du maximum d'argent pour continuer à se développer. Donc quelqu'un qui dit j'ai pas besoin d'argent, c'est pas mon objectif, n'aura jamais une entreprise successful, ça ne marchera pas. Donc ça c'est le premier point. Et donc il y a ces deux attitudes, il y a ce refus de l'argent, qui est le refus de mettre du carburant dans son entreprise, parce que c'est pas bien ou mal, hein, l'argent c'est juste, bah, c'est comme un carburant en fait. Quand les gens ont un emploi, ils vont travailler et en échange ils ont de l'argent, sinon les gens vont pas travailler, hein. Il y a très peu de gens qui vont aller travailler gratuitement. Et donc il y a ce problème-là avec l'argent. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique à la culture française. J'ai tendance à penser que c'est un des problèmes de l'équation en France, mais je pense que c'est pas le seul. Je pense qu'il y a aussi d'autres pays qui ont ce problème-là avec l'argent, mais en France, on a quand même un gros problème là-dessus. Et après, il y a le deuxième gros problème, c'est que les gens, souvent, par égoïsme, par fierté, je sais pas, ne veulent pas faire appel aux compétences des autres. Ils veulent tout faire tout seuls. Et au final, ben en fait, ça marche pas. Et même si ça devait marcher, ben, ce serait bancal. Parce qu'en fait, quand vous lancez un business et que quelqu'un a des compétences que vous avez besoin, pratiquement gratuites, c'est offert. Si vous sautez pas sur l'occasion, vous vous tirez une balle dans le pied. Parce qu'en fait, quelle va être la conséquence finale? La conséquence finale, c'est que le business, c'est une affaire de réseau. Donc, si vous ne mettez pas en place un réseau avec d'autres personnes qui vont vous aider à vous lancer, eh bien, vous ne bénéficierez pas de la force du réseau. Et, euh, et voilà. Et après, dans ce réseau, il y a aussi un coût de l'opportunité. C'est que quand une opportunité se présente à vous, elle va se présenter une fois. Mais peut-être que l'année prochaine, peut-être que moi, je serai tellement pris que en fait, des sites, je ne vais plus en faire. Ou voilà, je serai passé à autre chose. Donc à un instant T, il y a une opportunité qu'il faut saisir. Si la personne ne la prend pas, eh ben, ça coûte très cher au final, en conséquence, pour lancer une activité. Et donc, le fait de refuser l'argent, le fait de vouloir tout faire tout seul, euh, et voilà, de se limiter sur ces deux parties-là, eh ben, pour moi, ça me fait dire qu'il n'y a pas de concurrence, en tout cas en France, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et après, quand on voit donc la situation économique actuelle, on voit bien qu'il n'y a aucune concurrence. Dans tout ce que vous voulez faire en France, vous n'avez pas de concurrent. Vous lancez une entreprise, si vous avez le bon état d'esprit, si vous êtes formé en vente, en marketing et dans le digital, surtout dans le digital, parce que c'est une des compétences clés aujourd'hui pour distribuer vos produits ou services, eh bien, si si vous vous formez correctement là-dedans, et il n'y a pas besoin de passer des années à vous former, hein, et ben,
si vous faites ça, vous n'avez pas de concurrence, vous allez réussir. Et d'ailleurs, vous le voyez tous les jours, des gens qui partent de rien parce qu'ils se sont formés dans ces domaines-là et qui ne se sont pas fermés les yeux, ils se sont dit, bah, tiens, il y a une opportunité, bah, je vais la tester, et puis ça marche pas, on verra bien. Et vous voyez des gens qui partent de rien, qui réussissent parce que ils ont le bon état d'esprit et c'est cet état d'esprit-là. Et je pense que actuellement en France, on était très tourné sur le socialisme, sur une société égalitaire, des droits pour tous, voire même donner des leçons de morale parfois aux autres, qu'on en a oublié l'essentiel, c'est-à-dire ben, vendre ses produits ou services, s'associer, communiquer sur ce qu'on fait, faire des affaires en business, apprendre des nouvelles compétences. Donc voilà, donc c'est le premier point, si vous êtes en France, et c'est une des difficultés dans les pays qui rencontrent des difficultés économiques, c'est d'être englué avec cette espèce de marasme ambiant qui plombe tout, les relations, le travail, tout quoi. Moi j'ai vu des, c'était quoi? C'était il y a 10 ans, il y a 10 ans, enfin quand vous avez des salaires à peine plus hauts que le SMIC, pour des emplois qualifiés, où vous avez au moins un an d'études avec un diplôme qualifié, vous avez des responsabilités, et qu'en fait on vous propose le SMIC, il faut partir, les amis, il ne faut pas rester, d'accord? Ou bien il faut avoir un projet, un plan clair et se dire, bon, mais moi, j'ai un plan où travailler plus, mais en tout cas, faut pas il faut pas s'accommoder de la médiocrité. Voilà. Euh, voilà. Et simplement, en fait, vous passez la frontière, vous venez en Allemagne, vous allez gagner en qualité de vie. Et c'est pas, en fait, je suis pas en train de dire que l'Allemagne c'est mieux que la France. Pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui vont pas aussi en Allemagne. Mais je suis juste en train de dire qu'à un moment donné, euh, à un moment donné, il faut penser à soi et il faut aller essayer des nouvelles choses. Et des fois, en fait, il faut ben, se former, il faut faire des choses qu'on n'a jamais fait auparavant, ou des fois prendre le risque juste de passer une frontière et puis d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, donc premier point, c'est de dire il n'y a pas de concurrence dans ce que vous allez faire, surtout en France. Voilà, surtout en France. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était sur la technologie. Qu'est-ce qui est en train et c'est lié au premier point sur le fait qu'il n'y a pas de concurrence et qu'il va y en avoir de moins en moins. Il va y avoir de moins en moins de concurrence. Dans le passé, les marchés, en fait, les entreprises, plus il y avait des gens qui entreprenaient, plus la concurrence était dure, était difficile. Avec la technologie, plus les marchés vont se développer, moins il va y avoir de concurrence. Pour cette simple raison que je vais vous évoquer dans cette partie, c'est qu'aujourd'hui, la technologie, en fait, en tout cas, ce que je vais vous dire, c'est mon regard, d'accord? Vous pouvez le critiquer, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que la technologie est en train de déresponsabiliser les gens. Et si on déresponsabilise les gens, eh bien, on leur enlève leur capacité d'avoir un esprit critique ou de réflexion. C'est un peu quand on était jeune, la génération 85, quand on était plus jeune à l'école, les professeurs de mathématiques nous disaient n'utilisez pas la calculatrice parce que vous n'allez plus savoir faire des additions, des multiplications, des divisions, et vous devez conserver le calcul mental. Et ils avaient raison. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On se rend compte que l'IA, l'intelligence artificielle, regarder des écrans, utiliser des outils assistés par l'informatique, eh ben, ça nous assiste tellement que ça enlève, ça peut enlever la capacité de réflexion des individus. C'est la raison pour laquelle plus il va y avoir de technologie, plus les individus vont de moins en moins comprendre que derrière il y a un code et que comprendre le fonctionnement de ce code. Et au final, eh ben la concurrence, il y en aura de moins en moins. C'est-à-dire, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir de plus en plus de services. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de gros points de friction. Et des points de friction que je vais vous partager là tout de suite. La voiture électrique. La voiture électrique, nous, on travaille. Moi, j'ai des projets, mais je travaille aussi, j'ai un emploi. La voiture électrique, je l'utilise tous les jours. Semi-électrique, hein, c'est une voiture
c'est une voiture essence, mais dedans, vous avez déjà toute l'électronique assistée. Et alors, donc, là, c'était quand? On est passé à ces voitures il y a 1 an ou 2. Et alors, la voiture, elle a des capteurs. Et quand elle roule, quand elle, je sais pas, le capteur a capté un truc qui n'existe pas, elle se met à freiner. Donc, vous roulez et la voiture freine, la voiture pile. Vous savez même pas pourquoi. Hyper dangereux. Pareil, vous allez sur la file de gauche. euh, les capteurs ont capté que c'était une ligne blanche ou que en fait il faut pas y aller. Et ben la voiture va vous ramener dans le droit chemin. Et dans le droit chemin, vous allez droit à l'accident, hein. Donc, euh, donc voilà, ça c'est le premier point. On déresponsabilise l'individu, mais totalement. C'est-à-dire, on enlève aux gens la liberté de contrôler, de contrôle. On leur enlève ça. Donc, on pourrait se dire que c'est un progrès si c'était bien fait. Je ne vais pas citer de marque, je ne vais pas dire quelle voiture, parce que c'est pas du tout le but. Et honnêtement, moi, ce que j'en pense, c'est que à l'heure actuelle, les voitures électriques, elles sont pas du tout adaptées pour la conduite. Euh, En tout cas, c'est vraiment, on peut mieux faire, hein, clairement, hein, voilà. C'est plus dangereux qu'autre chose. Donc il y a cette espèce de, on enlève, on déresponsabilise les gens. Alors pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce qu'en fait il y a ce phénomène où on peut dire qu'il y a de moins en moins de concurrence? Et parce qu'en fait, il y a de plus en plus de tentatives de contrôler tout ce qu'on fait. Dans ces voitures électriques, depuis 6 mois, 1 an, on ne sait pas d'où ça vient. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai pas posé la question non plus. J'ai autre chose à faire, hein. Mais dès qu'il y a un flash information à la radio, même si vous êtes en Bluetooth sur votre téléphone, vous avez le Bluetooth sur la voiture, vous écoutez autre chose, ou même vous avez la radio éteinte, mais le truc est encore en veille ou allumé, si, toutes les 20-30 minutes, vous allez avoir la radio qui va se déclencher toute seule pour vous servir le service, la, la chaîne d'information. Ça, c'est une intrusion dans la vie privée. Et ça commence comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Ben, la première fois, vous allez l'éteindre. La deuxième, vous allez l'éteindre. Au bout d'un moment, toutes les 20 minutes, ou si vous travaillez avec la voiture tous les jours, vous allez arrêter de l'éteindre. Vous allez abdiquer. Qu'est-ce qui se passe? On va vous servir les informations. Si vous n'écoutez pas les informations, si ça ne vous intéresse pas, c'est un moyen de vous forcer à écouter les informations. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est à l'origine de ça. Moi, c'est juste ce que je vis dans mon quotidien et c'est vraiment très énervant. Parce que la voiture, on ne pouvait pas la contrôler. Vous ne pouvez pas la rouler comme vous voulez. Vous ne pouvez pas choisir de ne pas écouter les chaînes d'information. Et en plus de ça, donc vous êtes en Allemagne, vous devez payer 220 euros chaque année. Même si vous n'avez pas de poste radio ni de télévision, vous payez la télévision publique et la radio publique, sinon vous allez en prison. Donc en fait, d'un côté c'est bien parce que les personnes qui ne peuvent pas payer, malheureusement, elles ont accès à des services. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs problèmes à tout ça. Le problème c'est qu'on vous force. C'est pas un choix, on vous force. Et quand vous payez, au bout d'un moment, vous vous dites, mais attends, mais je paye, je vais quand même écouter. On ne sait jamais. Et la majorité des gens se disent, mais puisque j'ai payé, je vais l'écouter. Puisque ça se déclenche, bah tant pis, je vais l'écouter. Et au final, qu'est-ce que ça fait? Ça dépossède les individus de leur liberté individuelle et de leur vie privée. C'est ça que ça fait. Et c'est la technique du pied dans la porte. C'est-à-dire que ça commence avec des petites choses comme ça. Et puis après, on va vous mettre la caméra qui va vous fliquer dans la voiture H24. On vous dira que c'est pour votre bien. Et puis après, on vous dira, mais il y a une loi, c'est obligatoire, parce que sinon, en fait, si vous ne faites pas ça, on vous envoie en prison. Comme le fait de payer pour la radio ou la télévision publique. Et moi, j'ai pas envie de payer des agents de l'État pour que ces gens me fassent les programmes télévisés ou les programmes radio
et me forcent à écouter leurs émissions. Moi, j'ai pas envie de ça. Moi, je veux pas ça. C'est pas ce que je veux. Je veux pas que mes impôts ou mon argent financent ça. Donc, je le fais parce que je suis obligé, mais le jour où je peux, moi, je m'en vais, je vais pas rester dans des pays comme ça. Je resterai pas, même si j'ai rien. C'est juste une question c'est une question de respect de soi-même et d'honneur. On va pas se laisser marcher dessus. Donc voilà. Alors après, je sais, il y en a qui vont dire oui, mais il est un peu extrême dans ce qu'il dit. Mais en fait, c'est ça, c'est que dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui acceptent tout et n'importe quoi et qui n'acceptent pas que les autres puissent avoir des idées différentes d'eux. Et après, il y a les gens qui ont des convictions, qui ont de l'honneur et qui n'acceptent pas de se faire marcher dessus de cette manière. Ou en tout cas, qui considèrent que cette manière est trop intrusive et ils veulent pas ça. Et ces gens-là, ils doivent être autant respectés que ceux qui acceptent tout et n'importe quoi. Donc, donc c'est la raison pour laquelle je dis dans cette vidéo, il n'y a pas de concurrence. Il y en a pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2025, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, vous lancez n'importe quoi, vous allez réussir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de concurrence. Il faut juste garder en tête que la majorité des gens ont baissé les bras, écoutent des informations par obligation, payent des subventions par obligation, et voilà. Et ça fait qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une stratégie de l'adaptabilité individuelle aux personnes les plus faibles. Donc, je vais prendre un exemple typique, hein. Vous conduisez 30 km à 50 km par jour, 6 jours sur 7, parce que votre travail, vous travaillez à domicile, fait que vous êtes dans la voiture tous les jours. Qu'est-ce qui se passe si vous travaillez en ville? Si vous travaillez en ville en Allemagne, vous allez rouler à 30 km/h la plupart du temps. Et 30%, 40% du temps, voire plus, parce que tous les jours, ils peignent des pistes cyclables sur des routes qui avant c'était des routes pour les voitures. Mais dans la loi, c'est quoi une piste cyclable? Le vélo est prioritaire sur la voiture. Alors qu'est-ce qui se passe? Il est 9h30 du matin, vous êtes un peu en retard, c'est votre 6e jour, vous êtes fatigué, il y a de la circulation, il y a des gens qui font n'importe quoi, vous devez faire attention aux trottinettes, aux piétons, aux voitures autour de vous. Et devant vous, vous avez 4 vélos qui sont espacés à 20-30 mètres d'intervalle, qui bloquent les 300 mètres de route qu'il y a devant vous. Et clairement, les doubler, ça devient dangereux. Donc vous faites quoi? Vous roulez à 10 km/h. À la fin de la journée, vous rentrez chez vous, à la fin de votre semaine, vous êtes défoncé. Parce qu'en fait, on a une capacité d'attention qui est très limitée. On ne peut pas rester attentif toute la journée à des vélos, des trucs, des machins. Mais alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ce qu'il y a de bien, c'est que tous les hivers, on a des campagnes de vaccination contre la grippe, n'est-ce pas? C'est important. On a plein de spots publicitaires pour toute une industrie du médicament, mais par contre, on n'a pas de message de prévention de santé publique sur le port du casque des vélos. Pas de port du casque pour les trottinettes électriques. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de code de la route pour les trottinettes électriques. Voilà. Ou alors je ne suis pas informé, mais pourtant je paye une redevance chaque année de plus de 200 euros par an. Normalement, je devrais avoir le droit d'avoir des messages de prévention plutôt qu'on peigne des vélos blancs à tous les coins de rue en disant quelqu'un est mort, c'était un vélo, il s'est fait percuter par une voiture, par exemple. Donc au bout d'un moment, ben, des fois on se sent un peu en colère dans cette situation. On se dit que c'est à sens unique. On nous demande de payer, on nous force avec des techniques intrusives d'écouter des informations qui ne sont pas intéressantes parce que c'est pas vraiment ce qui nous touche dans notre quotidien. D'accord? D'entendre qu'à l'autre bout de la planète, on est en train de décimer toute une population. Moi, je vis ici. Moi, ce qui m'importe, c'est de bien gagner ma vie, d'avoir la voiture qui fonctionne et de ne pas tout le temps avoir peur de percuter un vélo ou qu'une trottinette me rentre dans la voiture ou je sais pas. Donc, voilà. Donc ça, c'est un vrai problème. Et du coup, c'est ce qui fait dire que il n'y a pas de concurrence.
Si vous avez envie de lancer une entreprise, eh ben, la voie est totalement libre parce que la plupart des gens dorment et n'ont même pas cette capacité de réflexion de se rendre compte que en fait, progressivement, ils ont de moins en moins de liberté individuelle et de moins en moins de vie privée. Et ça fait que commencer. C'est-à-dire que le prochain scénario, ça va être les caméras partout avec la reconnaissance faciale. Et si votre sixième jour, vous êtes fatigué, vous avez le malheur d'accrocher un vélo qui, ce vélo est sorti de nulle part, a fait une infraction, eh ben, vous serez dans des ennuis pas possibles, d'accord? Des ennuis que vous n'avez pas souhaités, que vous vouliez ou non, vous serez mêlé à des affaires et des ennuis que vous ne souhaitez pas avoir, simplement parce que l'organisation euh, n'est pas optimale. Donc voilà, donc un message un peu critique, hein, mais, euh, mais voilà. Et donc après, ce qui se passe, c'est que du coup, on éduque l'esprit des gens à leur dire que le vélo devient supérieur à la voiture. Et donc, vous avez souvent en Allemagne, ça arrive très souvent, très régulièrement, des vélos qui s'arrêtent en plein milieu de la route, avec quelqu'un d'énervé qui gesticule, qui je sais pas quoi, parce qu'en fait, soi-disant, la voiture ne s'est pas arrêtée pour lui laisser la priorité, alors qu'il n'y a aucune règle de priorité qui s'applique dans le code de la route vis-à-vis des vélos. Il n'y a pas une règle spéciale. Quand un vélo passe, il n'y a pas une règle spéciale pour s'arrêter et laisser passer le dieu vélo vénéré qui protège la planète. Voilà. Donc ça fait une société, en tout cas ça fait des gens qui réfléchissent différemment, donc des gens qui sont plus ou moins libres de leurs pensées, et puis les autres qui croient tout savoir et qui font des leçons de morale à tout le monde, et qui finalement, finalement il y a un réel, il y a une réelle opportunité en tout cas d'améliorer les choses dans ces domaines-là. Et donc, du coup, tout ça, ça participe à une espèce d'ambiance générale qui fait que les gens ne réfléchissent de moins en moins, ont de moins en moins de pensée critique. Alors, en Allemagne, on pourrait se dire que c'est à peu près à quoi on s'attend, hein, vis-à-vis de la culture allemande, où c'est pas du tout, où les gens respectent beaucoup les règles. Donc, il y a des avantages, il y a des choses très positives là-dessus. C'est que ben, le pays est bien ordonné, les finances sont à peu près correctes, voilà, les rues sont propres, les choses fonctionnent. Donc, c'est un aspect très positif. Mais, mais, euh, mais voilà, mais d'un autre côté, il y a un manque de pensée, un manque de pensée critique qui fait que mais les gens n'ont pas de recul, ils vivent dans l'instant présent, ils n'ont pas de pensée critique, et ben on pourrait se dire que euh, le risque, ce serait de basculer vers une société totalitaire qui passe par la dictature du plus faible sur les gens qui auraient davantage, que ce soit en termes financiers, en termes de mouvement, en termes de je ne sais pas quoi, de CO2 peut-être. Donc il y a quand même un risque assez élevé avec la technologie aujourd'hui, très élevé même, puisqu'on est au point de bascule, hein, notamment dans les véhicules électriques et avec la monnaie digitale, on arrive à un point de bascule. Si on franchit ce point, clairement, ce sera une nouvelle société et les gens comme moi ne resteront pas. C'est sûr. Peu importe les conséquences, hein. Voilà. Moi, ce qui s'est passé en 2020-2021, je ne le revivrai jamais et je ferai tout pour pas avoir à revivre ça. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, vous avez bien évidemment euh, une injustice sociale. Depuis 2020, depuis 2021, vous avez une injustice sociale, c'est-à-dire qu'il y a celles et ceux qui ont le privilège de travailler à la maison, pendant que les gens qui travaillent à domicile, qui font des emplois dans le service ou quoi, sont obligés de se lever pour aller travailler. Parce que si vous soignez des gens à domicile, eh ben vous êtes obligé d'aller vous lever et d'aller chez les gens. D'accord? Vous n'allez pas les soigner depuis un ordinateur. Et donc ces gens-là ont perdu peut-être la moitié de leur liberté, ou alors on peut prendre dans le sens inverse, les gens qui ont le privilège de travailler à domicile ont gagné plus de liberté, ils ont un réel privilège,
qui n'est pas vraiment justifié en termes de salaire ou quoi, c'est pas vraiment justifié, puisqu'on sait que il y a des métiers beaucoup plus pénibles que de rester derrière son bureau à domicile. Des métiers pénibles comme ben, les soins, la maçonnerie, l'artisanat, des gens qui doivent se lever le matin pour aller travailler. Ben, on pourrait considérer aujourd'hui que comme on peut faire du télétravail, eh ben, on pourrait considérer que les gens qui se lèvent en fait devraient être payés 2 fois plus ou faire 2 fois moins d'heures pour le même salaire, alors que ceux qui travaillent à domicile devraient être payés moins et beaucoup plus payés au résultat, par exemple. Mais on sait qu'aujourd'hui, c'est pas un secret, il y a une injustice sociale de gens en fait, qui passent beaucoup de temps dans les transports, qui sont obligés de se lever pour aller travailler, tandis que d'autres sont, ben, en fait, restent chez eux et il y a pas vraiment de point de comparaison. Il y a pas vraiment... Donc, on assiste vraiment à un basculement de la société entre des emplois privilégiés et des emplois moins favorisés. Alors, je ne sais pas comment le dire, à part le dire avec ces mots-là, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a deux sortes de travail. Ce qui fait au final, qu'est-ce que ça fait au final tout ça? Ça fait des gens qui vont avoir des cultures, des manières de penser différentes. Et ça, c'est très dangereux. Parce que les gens qui dirigent, s'ils n'ont pas le sens des réalités pratiques du quotidien, des personnes qui se lèvent, qui sont obligées d'aller travailler dehors tous les jours, eh ben, ça va faire une société euh, à sens unique. En fait, ça va dépendre des gens qui dirigent, quelle est leurs idées, leur manière de vivre, et est-ce qu'elle correspond vraiment à toutes les situations des personnes qui vivent dans la société, ou bien est-ce que leurs idées avec la technologie, c'est uniquement une seule forme de pensée, une seule manière de faire, et dans ce cas-là, il y a quand même des risques. Voilà. Donc je sais que c'est long, hein, la vidéo est longue, désolé, mais, euh, mais voilà, je pense que c'est des sujets qu'on n'entend pas parler, personne n'en parle. C'est des sujets qui sont tabous. Les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent. Et, euh, et voilà, donc progressivement, on a toutes ces choses. euh, voilà, la technologie est en train progressivement de modifier profondément la société. Et alors, au niveau de la technologie aussi, il y a quand même quelque chose d'intéressant. C'est là aussi vous dire que si vous entreprenez, vous faites des projets, il n'y a pas de concurrence parce que la société est en train de changer et qu'il y a vraiment de la place dans tous les domaines parce que on va arriver à un point de bascule où, en fait, chacun individuellement devra faire ses propres choix parce que, en fait, il y aura forcément des abus de certaines personnes ou d'autres. Ce que je veux dire par là, je vais prendre un exemple concret. Si vous prenez les IA, les intelligences artificielles, c'est bien, c'est intéressant, tout ça, ok. Mais qu'est-ce qui se passe au final? Eh bien, les IA, elles sont programmées, d'accord? Donc une vidéo sur YouTube, tout l'audio, tout ce qui est dit dans la vidéo, est lu intégralement par une IA. Et si le contenu en fait ne correspond pas aux guidelines de la plateforme ou à la programmation de l'IA, eh ben, votre contenu sera moins visible, votre contenu sera peut-être même, votre chaîne sera peut-être même fermée. Alors, dans certains cas, heureusement, d'accord, parce que ça permet de prévenir beaucoup de dérives et il faut contrôler, c'est vrai. Mais d'un autre côté, l'effet pervers que ça provoque, c'est que, eh ben, finalement, on se retrouve avec du contenu qui est de plus en plus lisse. C'est-à-dire des gens qui font du contenu pour correspondre à ce que l'IA attend en termes de critères. Et donc, du coup, au final, ça va nuire à la créativité. Et si ça nuit à la créativité, ça va nuire à l'esprit critique et à la liberté de penser des individus. Et si ça nuit, si ça réduit la liberté de penser des individus, ça va automatiquement limiter les options, les choix individuels, la réflexion des gens. Et voilà, les gens sont déjà en train de réfléchir juste le moment présent et ne plus trop se projeter, ne plus trop critiquer ou élaborer de réflexions par eux-mêmes.
Et évidemment, la chose ultime, c'est quand les gens créent uniquement du contenu qui a été généré par l'IA, et ben, ça va uniformiser le contenu, mais en tout cas, il y a un risque de baisse de la créativité, donc baisse de la pensée critique, et donc euh, une, moins, une granularité moindre dans les perceptions individuelles et propres à chacun du monde, en fait. Les gens vont avoir moins de rêves, moins de, moins de projets aussi. Parce que voilà, si on limite la pensée, si on la réduit, forcément, ça va réduire les projets, ça va réduire les entreprises, ça va réduire beaucoup de choses. Donc, c'est une opportunité si vous savez ça et que vous conservez votre esprit critique et puis vous voyez les opportunités et vous lancez des nouvelles choses que les autres, que la plupart ne peuvent même pas imaginer parce qu'ils ont plus de créativité. Plus ou pas, ou moins de créativité. Mais en tout cas, voilà, il y a tous ces effets qui sont en cours, qu'il faut en parler, parce que si les gens n'en parlent pas, et si les gens remettent leur liberté d'expression entre des algorithmes, ce sera la fin de l'humanité. C'est sûr et certain. Et on sera dans un mauvais épisode du film Elysium, où le monde sera contrôlé par des machines, et les gens, les derniers hommes survivants seront en guerre contre les machines, clairement, puisque il y a une machine et un être humain. La pensée critique et la pensée analytique froide des machines, c'est pas les mêmes logiques, c'est pas la même chose. Donc voilà, après je pense que la majorité des gens sont au courant de ça. Mais voilà, on est arrivé à un point de basculement, ce qui fait que on ne peut pas, il va y avoir des choix qui vont devoir être faits, des choix au niveau individuel, euh, de compréhension, de positionnement, voilà, et des choix de plus en plus difficiles. Parce que quand, quand certaines personnes qui ont juste connu le télétravail, euh, qui n'ont jamais été confrontées, quand monsieur, par exemple, quand monsieur Toyota, entre guillemets, crée des voitures, ou Toyota ou une autre marque, peu importe, crée des voitures électriques et dit voilà, c'est ça qu'il faut. Si la voiture franchit la ligne blanche, il faut remettre le conducteur dans le droit chemin, parce que le conducteur ne sait pas de quoi il parle, n'est-ce pas? Eh bien, il faut se poser la question au niveau de la société, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on veut aller vers ça? Euh, c'est un vrai débat. Et donc, ce que c'est en train d'amener, c'est en train d'amener de plus en plus de frustration, de plus en plus de colère. Et effectivement, si les gens ne se penchent pas sur la question, je veux dire les gens qui sont en charge, hein, les gens, pas moi, parce que moi, j'ai pas la capacité de faire ça, mais si les gens se posent pas entre quatre murs et se disent, bon, on a un problème, on a une technologie qu'on maîtrise pas, il n'y a pas d'éthique dans ce qu'on fait, clairement, puisqu'en fait, on avance, on sait même pas comment on avance. Si les gens se posent pas 5 minutes pour ralentir, eh ben, il se passera ce qui s'est toujours produit dans l'histoire, c'est-à-dire on ira collectivement, la société aura le risque d'aller droit dans un mur, et puis après, chacun tirera ses propres conclusions. Donc voilà, désolé pour la longueur, c'était un peu long. Mais en tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai quand même dans mon quotidien l'impression d'être un peu seul. Voilà, beaucoup de personnes en fait partagent mon avis et tout, mais concrètement, les gens, c'est ce qu'on appelle l'effet de groupe. Quand vous avez un groupe, en fait, les gens majoritairement vont avoir besoin de se conformer au groupe parce qu'ils ont peur d'être ostracisés ou mis de côté. Et le problème, c'est qu'on va avoir de plus en plus besoin de gens qui sont en dehors du groupe pour faire avancer et devenir les leaders de la société. Parce qu'on sait que collectivement, beaucoup de gens savent que voilà, le risque d'aller dans le mur, il est quand même assez élevé en ce moment. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un truc complotiste ou je sais pas quoi. Il y a quand même plein de risques aujourd'hui, de plus en plus, avec la technologie. Et voilà, on a besoin de gens de plus en plus qui ont une pensée par eux-mêmes et pas une pensée artificielle, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça.
Donc la dernière partie de la vidéo, comme je vous ai promis, si vous êtes resté jusque-là, je vous félicite parce que la vidéo est très longue. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, j'avais des choses à dire. Donc comment créer et lancer une plateforme SaaS? Euh, je vais du coup vous partager ce que j'ai appris très succinctement. Ça va pas être trop long, hein. On va arriver à la fin de la vidéo, mais aujourd'hui, si vous voulez vous lancer un site internet, vous lancer sur internet, il y a plusieurs manières de faire. Vous avez les réseaux sociaux, bien entendu. Le plus simple, c'est de choisir un réseau social, d'avoir une audience et ensuite de vendre votre produit ou service. Mais si vous voulez créer des plateformes web, faire des SaaS, si vous avez une idée, peu importe, il y a d'autres vidéos. En fait, vous allez sur bolt.new. Avec ChatGPT, vous créez un prompt pour créer votre produit ou service SaaS, Service as a Software ou plateforme, peu importe. ChatGPT va vous donner un prompt, vous le copiez-collez dans Bolt. Bolt va vous coder la majorité de la plateforme. Et après, vous allez pouvoir coder les fichiers séparément, débugger en faisant des allers-retours entre Bolt et ChatGPT. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver par vous-même. Mais en fait, le plus difficile pour lancer un business en ligne, et moi j'en ai lancé un il y a quelques années, donc je sais un petit peu de quoi je parle, j'ai un peu d'expérience là-dessus, mais pour lancer un business qui fonctionne, il y a deux choses. La première, c'est de le lancer le plus vite possible. Typiquement, en moins de 48 heures, vous devez avoir essayé de faire vos premières ventes. Parce qu'en fait, le temps, c'est la donnée la plus difficile. C'est-à-dire, le temps que vous perdez, il n'est pas rattrapé. Surtout si votre projet échoue, ce qui est 80% des projets, hein. Voilà, c'est normal, c'est comme ça. Eh ben, vous allez perdre du temps pour rien. Donc en fait, il va falloir lancer le plus vite possible, donc faire des MVP, des Minimum Viable Product, tester. Pour soit abandonner votre projet le plus vite possible, soit pivoter sur une nouvelle idée en fonction d'un feedback de vos utilisateurs, soit changer votre projet. Et donc, le conseil que je peux vous donner là-dessus, donc avant de vous donner ce conseil-là, je vais vous le dire, mais il y a aussi une donnée qui est importante, c'est d'avoir les connaissances euh, pas théoriques, mais pratiques, pratico-pratiques, pour en marketing, vente et en psychologie de la persuasion, on va être dans le domaine de la vente et du marketing. Et après, au niveau des calculs des coûts, et des technologies utilisées. C'est-à-dire qu'il faut être au courant sur le marché de ce qui se fait. Euh, voilà. Et évidemment, après, vous allez avoir le management pour manager un développeur, une équipe de développement, ou en tout cas travailler en collaboration avec eux pour qu'ils vous aident sur les parties les plus techniques. Quand vous allez avoir tout votre code et que vous allez vouloir l'installer, où il y a des choses très complexes qui vont vous demander tout seul des journées entières de code, vous ne pouvez pas faire ça, vous êtes à la direction du projet. Eh bien, vous avez toutes ces connaissances-là qui sont, en fait, qui coûtent les plus cher, qui demandent le plus de temps. Ça demande des années d'expérience, hein. C'est pas juste je fais une formation et clac, ça y est, je suis au courant. Non, non, il y a bien entendu les formations que vous faites, il y a votre propre expérience sur le marché, et puis après, il y a l'expérience dans le temps. Donc, une fois que vous avez réuni tout ça, vous avez les outils, vous avez la technologie, vous avez le marketing, vous avez ces connaissances-là et un petit peu d'expérience, ou alors vous débutez. Mon conseil, ça va être en fait de lancer, de vous dire, tester un produit ou un service, ça ne doit pas durer plus de, on va dire, 5 à 7 jours maximum. Pas plus. Pas plus. Idéalement, 2-3 jours. Une fois que vous avez encaissé vos premiers paiements, ou alors vous avez vraiment un bon feedback du marché, eh ben, vous allez lancer un produit, une première version, en 15 jours, 30 jours maximum. Et après, au niveau du budget, vous allez osciller quelque chose entre
200 $ et 1500 $. Pas plus. Voilà. Si vous faites ça, vous allez pouvoir lancer de multiples projets chaque année. Peu importe le projet d'ailleurs, hein. Que ce soit une plateforme SaaS ou vous voulez vous lancer en dropshipping, c'est plus ou moins les mêmes règles. C'est du business de manière générale, hein. Et après, vraiment, la métrique, la chose la plus importante, ça va être vos coûts. C'est-à-dire que tant que vous faites pas un profit, vous devez avoir vos coûts proches de zéro. Sinon, en fait, ben, vous allez perdre du temps et après, vous risquez de perdre votre motivation. Donc voilà, donc ça, c'est un peu mon retour d'expérience. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou si vous avez des choses à partager, ça peut être intéressant. Évidemment que je suis en mesure de créer des plateformes ou des outils web ou peu importe. Et je peux aussi vous répondre, euh, voilà, euh, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Mais en tout cas, voilà, on est à un tournant. La technologie est de plus en plus accessible, mais c'est pas parce que quelque chose est plus accessible que c'est forcément de plus en plus facile. Il y a toutes ces compétences, comme je vous ai dit. Mais après, voilà, la chose la plus essentielle, c'est de garder son mindset, son état d'esprit. On l'entend partout, hein. Tous les entrepreneurs parlent uniquement de ce truc-là précis, c'est le mindset. Pourquoi? Parce que si vous êtes en France actuellement en ce moment, et si vous regardez les informations tous les jours, ça va être difficile de garder un bon mindset. Pour une nouvelle positive, il y a 16 nouvelles négatives. Euh, vous ne pouvez pas rester positif en étant abreuvé de nouvelles négatives. Donc le mindset, c'est vraiment quelque chose de super important. Et les technologies, en fait, quand vous, quand vous travaillez quelque part, on vous impose une ambiance, on vous impose d'écouter des informations dans une radio ou quoi. Eh bien, conservez votre esprit critique. Ne restez pas sans rien faire. Soyez proactif et gardez toujours vos projets en tête. Et voilà, donc c'est un peu ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo. Au final, il n'y a pas de concurrence. Vous êtes en Europe, vous êtes dans une des régions les plus riches du monde, encore aujourd'hui. Euh, donc il n'y a pas de concurrence. Il faut juste travailler, travailler, travailler de la bonne manière et surtout garder le bon mindset. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis désolé si elle est aussi longue. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, mettez un like. Comme ça, je saurai combien de personnes sont arrivées jusqu'au bout, quoique j'aurai les statistiques de la vidéo. Euh, voilà, je ne sais pas si je continuerai les vidéos. Je vais peut-être reprendre progressivement. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets qui vous intéressent ou pas. Si vous avez des questions sur ce que je peux faire ou ce que je suis en train de faire en ce moment aussi, j'y répondrai. Et dans tous les cas, bah, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.